Bonjour à tous. Merci à ceux qui sont présents en direct pour ce webinaire questions-réponses. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé leurs questions en amont de ce webinaire. Et puis bonjour aussi à tous ceux qui nous regarderont en replay sur YouTube. Donc on va pouvoir commencer par une première question, celle de Paul qui nous demande quels exos pour développer le temps de maintien à PMA? Alors, c'est une question qui est intéressante. Pour moi, mon avis là-dessus, alors j'ai pas la bonne réponse, j'ai pas la vérité pour cette question-là, très clairement, mais j'irai plutôt sur des intervalles APMA assez longs, c'est-à-dire plutôt des intervalles donc peut-être de 8 minutes, comme se proposé par Stéphane Seiler, ou même un peu plus court, on va dire entre 2 minutes 30 et 8 minutes, mais quelque chose qui sollicite aussi quand même enfin, qui permet d'atteindre des niveaux de lactate assez hauts. En tout cas, c'est mon avis, j'irais plutôt vers des intervalles assez longs. Je sais pas ce que tu en penses, Mathieu. Ouais, 8 minutes, ça me paraît vachement long quand même. Ça me paraît peut-être un peu trop long, surtout si on va en faire 3-4 pour vraiment le temps de soutien PMA. Je sais pas, je partirais plus sur entre 3 minutes et 6 minutes, moi, max. Et puis, ouais, intuitivement, c'est ce que je dirais. Mais je sais pas, toi, tu commencerais, toi. Moi, dans la logique, souvent, j'essaie de commencer par des exos plus courts et pour après tendre un petit peu sur du plus long. Est-ce que toi, tu suis aussi une logique un peu comme ça ou... Euh, Ça dépend. Alors pour revenir juste sur les 8 minutes, évidemment, c'est pas des 8 minutes AVO2 max, hein. On est bien d'accord. Et ni APMA, hein, d'ailleurs, mais c'est voilà, c'est pour rester plutôt sur des intervalles longs qui se situeraient autour de la PMA, donc soit en dessous, soit un peu au-dessus. Mais pour répondre à ta question, Mathieu, moi je serais généralement je propose des exercices des fractionnés assez courts en début de préparation parce que c'est un peu plus facile, je trouve, de s'y mettre, par exemple du 15-15, voire même du 30-30, pour aller effectivement vers des intervalles un peu plus longs et par contre peut-être en fin de préparation, aller à nouveau vers des intervalles courts, peut-être plutôt même des intervalles lactiques, carrément des sprints lactiques. Mais voilà, donc je suis plutôt là-dessus, on va dire, du court au début, du long au milieu et puis à nouveau du court à la fin. Ouais, c'est l'approche que j'ai pas mal aussi. De toute façon, plus c'est court, plus ça va être une tendance glycolytique. Et du coup, ouais, je pense plutôt sur les efforts assez explosifs, si on se rapproche, enfin, en tout cas en début de préparation, ça fait toujours du bien quand on approche les premières courses d'avoir ces efforts-là dans les jambes. Et puis après, en fin de prépa, pareil, c'est toujours utile d'avoir ça sur les courses pour attaquer, pour faire la différence. Donc, ouais, c'est comme ça que je fais aussi. Ouais. On attaque une autre question de Adeline On cette peut, ouais. fois. Comment planifier des séances d'intensité sans capteur de puissance? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ce que j'en pense, c'est que c'est à la fois difficile et facile. C'est difficile de les retranscrire sur papier, on va dire, parce que si on utilise par exemple le RPE ou le ressenti et qu'on dit par exemple la PMA, c'est 8, 9 ou 10 de ressenti sur une échelle sur 10, ben, le coureur va vite être trop à fond, trop rapidement, on va dire, dans les intervalles et dans les exercices. Après, si la personne se connaît bien, j'ai envie de dire c'est presque aussi simple que d'utiliser un capteur de puissance. En tout cas, ça peut se faire. Mais à mon sens, ce qui peut être bien, c'est d'avoir en amont un apprentissage avec un capteur de puissance, au moins sur quelques séances, pour se rendre compte de ce que c'est que de maintenir une puissance plutôt constante sur les intervalles. Mais après, en utilisant les sensations, pour moi, ça ne pose pas vraiment de problème. Alors, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais en tout cas, Ouais, non, Mathieu, je mais suis c'est curieux clair. de ce que tu C'est en clair, penses ouais, aussi. je trouve ça bien aussi, là où ça va être enfin, c'est bien, je pense que ça se fait très bien si on s'entraîne tout seul. On peut se planifier ses séances et si on se connaît un peu, si on sait pourquoi on fait la séance, dans quel but on fait la séance, on arrivera à savoir, voilà, si on fait une séance PMA, seuil, on arrivera, si on le sait avant, si on comprend bien le but de chaque séance, on arrivera à le faire sans capteur de puissance. Après, c'est plus compliqué quand on entraîne quelqu'un à distance, je trouve, sans capteur de puissance, c'est quand même bien plus compliqué. Et puis après, même pour nous, même si on s'entraîne tout seul pour faire un suivi des séances, suivi de la progression, il va quand même manquer quelque chose, hein, une petite valeur objective. Donc pour moi, il va clairement manquer quelque chose. Surtout maintenant quand on voit les prix des capteurs de puissance, je pense que ça vaut, enfin les prix ont quand même vachement diminué, tu vois. Donc je pense que c'est un investissement à faire.
Voilà, si on réfléchit un peu à son entraînement, je pense que clairement ça vaut le coup et ça, la qualité, elle sera franchement améliorée. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Le capteur de puissance, ça apporte quelque chose, indéniablement. Après, je trouve la plus grosse erreur que l'on peut faire quand on n'utilise pas de capteur de puissance, donc soit en se basant sur la fréquence cardiaque ou même sur les sensations, c'est généralement de partir trop fort sur les premières séries. Imaginons qu'on ait deux séries de 10 fois 30-30 ou qu'une seule série même de 15 fois 30-30 par exemple. On va dire que 9 fois sur 10, les premières séances, on voit que les premières répétitions sont beaucoup trop hautes, même en utilisant le capteur de puissance. Si par exemple on ne donne pas de consigne de puissance, mais seulement des consignes de sensation, mais qu'on a un regard sur la puissance quand même via le capteur, ben, on remarque ça. Donc généralement, la grosse erreur quand on n'utilise pas de capteur de puissance, c'est vraiment de partir trop fort, hein. Mmh. Mais ça, tu vois, encore, moi, ça me dérange pas tant sur les exos assez courts, tu vois, enfin, sur les types 30-30, je reprends cet exemple un peu plus bateau, tu vois, qu'on utilise tout le temps, mais tu vois, encore, si on part, tant qu'on finit l'exercice, au final, si on part, même si on part un peu fort, on atteignera plutôt VO2 max, et au final, c'est peut-être pas une si mauvaise chose. Même si on finit à une puissance plus faible, c'est pas, pour moi, c'est pas si grave. Là où ça va être compliqué, ça va être sur des exos assez longs. Si on reprend les exemples d'exos un petit peu enfin, connus, ça serait peut-être Jimenez, tu vois, un truc 45 minutes. Voilà, si on part beaucoup trop fort, qu'on explose après 20 minutes, voilà, là, on est quand même passé carrément à côté de l'exo. Mais bon, sur des séances courtes, en soi, ça se fait bien. Mais pour moi, le capteur de puissance, il va vraiment être utile sur des séances un peu longues, autour du seuil, ou dès que l'intensité, elle est pas vraiment maximale et où faut gérer un petit peu, quoi. Ouais, 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 je suis d'accord avec ça. Je rajouterais juste une chose, c'est que effectivement, on passe pas à côté de la séance si on part trop vite, par exemple sur du 30-30 sur les premières répétitions, mais c'est plus sur l'impact psychologique. Si on a Ouais, prévu de partir plus fort sur les premières séries et de ralentir le rythme ensuite, tout va bien. Mais par contre, ce qui peut être dur quand on est surtout débutant, hein, mais c'est quand on va faire tout de suite du lactique sur les premières répétitions et que la séance devient un peu infernale parce que finalement on est déjà à fond au bout de la deux ou troisième répétition et qu'on en a 10 à faire par exemple. C'est juste psychologiquement que ouais. ça peut être compliqué à mon sens. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais du coup, ça passe mieux. Enfin, moi, je sais que, ouais, par exemple, au début, c'est le type de truc que j'avais du mal, tu vois, dès que si on part trop fort, après, c'est dur. Bah, voilà, dans la tête, ça coince. Et au final, après, le fait de se dire que, bah, au fait, la séance n'est pas gâchée, même si je suis parti un peu fort, c'est pas trop grave. De toute façon, là, je suis au max et je continue au max comme ça. Je vais être, l'objectif de la séance, il sera probablement atteint. Mais du coup, il faut l'avoir en tête parce que sinon, c'est sûr que c'est plus difficile même de s'accrocher quand on se dit, bon, tant pis, quoi, c'est trop tard, la séance, séance est ratée. Donc, ouais, tu vois. Là, c'est intéressant en tout cas comme vision des choses. On attaque la question suivante. Pour une question plutôt de triathlon, comment planifier et prioriser les qualités à travailler quand on est triathlète? Ça c'est une vaste question aussi, hein. À la limite, tu peux commencer, hein, Mathieu. Ouais, 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 bah, l'avantage du triathlon, déjà, je dirais on a peu de compétition. Donc, ça va quand même être plus facile de se concentrer sur l'entraînement et de travailler certaines qualités, de prioriser certaines qualités. Et donc, dans ce cas-là, bah, je pense qu'il faut faire des choix et en fonction, voilà, de notre profil et de notre objectif. À distance des compétitions, peut-être plutôt travailler sur vraiment ce qui va limiter notre performance ou ce qui est, voilà, si on a par exemple accès à du testing physio, peut-être essayer de, voilà, délimiter qu'est-ce qui serait intéressant de faire pour progresser, voilà, quelle zone particulièrement où on est plutôt en défaut, où on n'est pas, voilà, des zones qui nous limitent dans la performance. Et puis, bah, plus on se rapproche de la compétition, plus on peut se rapprocher des qualités qu'on va retrouver en course ou voilà, de l'allure spécifique à course. Si c'est un triathlon Ironman, on peut faire, voilà, des séances spécifiques au seuil 1. Si c'est un triathlon plus court, au deuxième seuil. Enfin, voilà, je pense que c'est comme ça que je ferais. Euh, voilà, prioriser les qualités de la course en, au dernier moment. Et puis, à distance de la compétition, travailler sur ce qui nous limite. Ouais, c'est comme ça que je ferais. Ouais, bah je te rejoins assez là-dessus. Je pense que effectivement, terminer par des efforts un peu plus longs qui se rapprochent de la compétition, c'est forcément intéressant de travailler la spécificité de la course quand on approche de l'objectif. Et après, mais bon, là, c'est vraiment de la redite par rapport à ce que tu as avancé, mais profiter du fait d'avoir peu de compétition par rapport au cyclisme sur route pour vraiment faire des cycles et prioriser certaines qualités. Après, à mon sens, l'ordre
l'ordre de développement des qualités, à part de terminer par du spécifique et peut-être aussi en parallèle des efforts un peu plus courts pour, voilà, pour générer des adaptations rapides au niveau musculaire notamment. Mais à part ces deux choses-là, je suis pas sûr qu'il y ait un ordre vraiment à privilégier, en tout cas que ça soit le plus important. Je pense que c'est beaucoup plus important de bien gérer son entraînement au quotidien et voilà tout au long des cycles par rapport vraiment à l'agencement des cycles entre eux. Ouais, moi j'en avais parlé avec Tristan. Ça doit être le podcast, dans les derniers podcasts 36, un truc comme ça. En triathlon, justement, lui, c'était son approche de vraiment d'avoir l'intensité cible de la course en dernier cycle. Et puis avant, voilà, il fait travailler une qualité. Il différencie dans chaque sport. Donc, par exemple, en vélo, il va travailler le seuil pendant 2 mois et se concentre que sur le seuil. En course à pied, il va se concentrer que sur la PMA, par exemple. Enfin, ou VMA, du coup. Et, euh, et c'est comme ça qu'il fait en fonction du coup des qualités un peu limitantes. Et dès qu'il se rapproche de la course, bah, l'intensité cible. Donc, ouais, je pense que c'est l'approche à adopter en triathlon. Ça, je rajouterais juste une chose par rapport à ce que tu as dit, et je trouve ça vraiment intéressant. Là, tu as parlé de cycle de 2 mois, c'est des choses qu'on voit très peu à vélo parce on n'a pas le temps en fait de le faire, ou on se donne pas le temps en tout cas de le faire, mais avec les compétitions, c'est compliqué. Et moi, il me semble, en tout cas, la lecture des articles scientifiques que j'ai pu faire, qu'avoir des cycles longs, plus de 4 semaines, voire jusqu'à 8 semaines, ça peut être vraiment très intéressant pour développer une qualité. Donc, encore une fois, profiter du fait qu'il n'y ait pas de course pour certainement allonger les cycles et cibler davantage de travail par rapport au cyclisme plus traditionnel, on va dire. Ouais, ouais, clairement, c'est une approche que j'aime bien. Après, il faut être assez, voilà, bien gérer l'entraînement. Je pense être même assez inventif aussi pour bien gérer les séances pour que ça soit pas trop monotone. Mais sinon, ouais, c'est clair que c'est une approche qui marche bien, hein, je pense, hein. Voilà, avec l'enchaînement des courses, c'est un peu compliqué, mais si on a du temps, clairement, ouais, c'est ce que je ferais aussi, hein. On répond à la question, encore une fois, une question d'Adeline qui nous demande comment mesurer sa VO2, sa FC max, plutôt. Comment tu fais, toi, Rémi? Bon, après, pour moi, il n'y a rien de sorcier à ça. C'est vraiment faire des efforts. Alors, soit recueillir les données à l'entraînement. Si on récupère par exemple un coureur en suivi, moi, je reprends ces données sur l'année précédente et les années précédentes et je retrouve automatiquement la fréquence cardiaque maximale. Mais sinon, c'est par exemple monter une bosse de quelques minutes à bloc avec un sprint au-dessus. Enfin, le but, c'est vraiment de pouvoir se mettre à bloc sur un effort suffisamment long pour atteindre la FC max. Après, il y a des coureurs, j'ai l'impression, notamment avec l'âge, qui vont atteindre la FC max sur des efforts peut-être un peu plus longs. Donc voilà, ne pas hésiter à avoir plusieurs minutes d'effort. En tout cas, ça, c'est presque une certitude. Et voilà, se mettre à bloc, hein, tout simplement. Ouais, moi je dirais entre 5 et 10 minutes, quoi. En dessous, peut-être des risques qu'on ne l'atteigne pas. Ouais, je suis assez d'accord, même si j'ai vu aussi l'inverse, hein, bien sûr, sur certains coureurs, des fois, un sprint de 30 secondes peut te faire monter à FC max, mais effectivement, pour être un peu plus sûr du résultat, ça me paraît pas mal, hein, entre 5 et 10 minutes. Ouais, non, mais clairement, c'est ce que je ferais aussi. Moi, j'ai un petit graphe quand je récupère un coureur ou quoi, qui me sort voilà, sur les derniers mois les FC max en fonction de chaque entraînement. Puis bah, je vois à peu près la tendance. Que des fois, bon, si on regarde uniquement un seul chiffre, ça peut être voilà, une erreur de mesure, ça peut arriver. Mais si pendant voilà, 3-4 fois, moi je vois 198 3-4 fois dans la dernière année, bah, je pars là-dessus comme FC max, quoi. On... Rémi, combien de temps de récupération entre une ascension montée à FTP, donc on va dire proche du deuxième seuil, pour retrouver la même fraîcheur? Donc combien de temps de récupération après avoir monté, qu'est-ce que tu dirais toi? Ça, c'est une question assez complexe, hein. En tout cas, c'est difficile de donner une réponse claire à cette question. Déjà, une montée FTP, donc j'imagine qui amène à épuisement, c'est-à-dire qu'on donnerait tout sur 1 heure, par exemple, si on prend la FTP 1 heure. Au moins 30 minutes, ça pour moi c'est une certitude, mais après je pense pas qu'on puisse réitérer, sauf capacité exceptionnelle de récupération, la même performance dans la même séance. Donc à savoir que peut-être dans la séance on ne retrouvera jamais
son niveau initial, mais je partirai sur au moins 30 minutes avant, par exemple, de refaire un test maximal. Mm. Mais ce n'est que mon avis et je me permets de rajouter, parce que j'en ai parlé un peu avec Valentin Gallet, qui est parfois sur le podcast, et lui travaille actuellement sur des modèles qui permettraient donc de définir et d'individualiser ces temps de récupération. Et donc, je vous inviterai plus tard, parce que les modèles sont pas encore terminés, mais allez voir sur l'application Chronos qui devrait permettre cela d'ici assez peu de temps et de manière normalement assez précise. Ouais, ça c'est cool. Après, moi, je serais curieux de voir si justement, est-ce que bah, ouais, sur un effort assez long comme ça, 1 heure, faudrait vraiment être au top sur l'alimentation déjà pour récupérer rapidement pendant l'effort, pendant l'ascension, bien s'alimenter, essayer d'avoir des gels, d'avoir une boisson aussi. Alors à cette intensité d'exercice, c'est pas toujours facile de boire. Enfin, moi, j'ai toujours un peu de mal dès qu'on approche le deuxième seuil. De boire facilement. Donc, dans ce cas-là, ouais, des gels, ça passe assez bien. Et donc, ouais, 1 demi-heure de récupération. Et puis, parce qu'il faut essayer de refaire le même effort après. Si on est vraiment tout seul et que, par exemple, c'est une condition test et qu'on va faire 2 tests de suite comme ça va être compliqué. Après, ça serait intéressant de voir si on met en groupe, par exemple, ou avec un saut derrière scooter ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on arriverait à réitérer la même performance? Je pense qu'il y a moyen. Tout seul, je pense que c'est vraiment compliqué, mais si on nous impose après derrière le même rythme qu'on avait eu au début, je pense qu'il y a moyen de refaire la performance. Je sais pas ce que tu en penses. Certainement, forcément, la motivation rentre énormément en jeu dans ce type d'effort. Donc oui, je suis assez d'accord et je rebondirai aussi sur ce que tu as dit sur l'alimentation. Et Mathieu, justement, a écrit un article vraiment hyper intéressant sur l'alimentation en compétition et à l'entraînement aussi. Et c'est à la lecture de cet article qu'on peut se rendre compte que effectivement l'alimentation est très importante et que recharger en glucides et de manière très importante va vous aider nécessairement à réitérer ce type de performance dans une même séance et puis à mieux récupérer. Mmh, mmh, mmh. Ouais. Après, je dirais peut-être que ça dépend aussi du niveau de la récupération. Ouais, quoique. Si, sûrement, ouais, forcément, ouais, ça dépendra du niveau d'exercice. Quelqu'un qui est plus entraîné récupérera quand même plus rapidement, qui est habitué aussi à réitérer des efforts comme ça, enchaîner les efforts. Je pense que ça fera la différence. Et puis, bah, bon, après, ça dépendra de la durée de l'effort. Bon, là, on partait peut-être sur un effort maximal, mais si c'est une montée qu'on fait voilà, 20 minutes à FTP, bon, c'est quand même récupéré, je pense, avec une descente une dizaine de minutes avec un petit peu de récupération derrière. Et, bon, ça se refait assez bien, je pense. On, Mario, il nous dit l'entraînement remplace pas la compétition, pour ou contre. Qu'est-ce que tu dirais? Ouais, ça aussi c'est très intéressant. C'est ni pour ni contre. Je pense que c'est deux choses différentes. La compétition a l'avantage d'offrir beaucoup d'adrénaline et donc de pouvoir se surpasser quand on va faire une compétition. Forcément, on va généralement aller plus loin qu'à l'entraînement, donc on va faire des efforts qu'on ne peut parfois pas du tout réaliser à l'entraînement. Donc c'est un super entraînement en ce sens. Et par contre, la compétition, ça implique aussi un entraînement quelque part imposé, un rythme imposé, donc on ne contrôle pas tout. Ça implique aussi des voyages, des déplacements, du stress avant, une décompression après. Donc ça ne, voilà, la compétition n'égale pas un entraînement. Parfois, il vaut mieux rester chez soi et s'entraîner pour enchaîner les entraînements de qualité. Parfois, il vaut mieux aller en compétition pour passer un cap. Ça dépend vraiment du moment où on en est dans la planification, de la forme du moment, etc. Ouais, ouais, clairement. Après, euh, peut-être aussi que si vraiment on reprend la phrase vraiment au sens propre, là, l'entraînement remplace pas la compétition, je pense que bah, si on veut essayer de reproduire la compétition en entraînement, par exemple, on peut le faire sur un niveau, voilà, si on prend en dessous de deuxième KT par exemple, je pense que c'est possible de faire une séance d'environ 2 heures vraiment intense et d'avoir à peu près la même fatigue derrière. Après, au-delà, ça commence à être vraiment compliqué où il faut vraiment aller chercher des séances d'entraînement avec une aide supplémentaire, par exemple derrière scooter, pour essayer de reproduire la compétition à l'entraînement, parce que sinon, tout seul, ça va être impossible. Donc voilà, j'aurais pu rajouter ça. Est-ce que est-ce qu'on enchaîne? Ouais, un peu, ouais. On enchaîne. La perte de poids a-t-elle un impact
important sur la performance, 5 kilos par exemple. Qu'est-ce que tu dirais? Alors là, je suis allé voir, encore une fois sur le logiciel Chronos. Bon, je le vends un peu, hein, excusez-moi, mais j'ai fait une simulation. Voilà, c'est sur ce logiciel, on peut aussi simuler ses performances. Et là, j'ai pris le segment de l'Alpe d'Huez et j'ai fait varier le poids du coureur de 5 kilos, donc le même coureur qui fait la même performance, mais avec 5 kilos de moins. Et finalement, il gagne 3 minutes sur cette ascension de l'Alpe d'Huez. Donc, c'est un coureur qui, à la base, faisait 75 kilos, donc que j'ai mis à 70 kilos aussi. Il y avait 3 minutes d'écart entre les deux. Donc, ça donne un ordre d'idée. Ça fait environ 5% de différence, il me semble, sur un effort d'une heure. Donc, on pourrait dire 1% de différence par kilo d'écart. Donc, voilà, ça, c'est ce que j'ai pu recueillir avec le logiciel en question. Et après, par contre, il y a la variation de poids qui implique nécessairement aussi, en tout cas, il y a le risque toujours d'être à un poids trop faible et d'être en déficit énergétique. Alors là, c'est vraiment la catastrophe. Donc oui, on peut gagner en perdant du poids, on peut aller plus vite dans les bosses notamment. Par contre, c'est un gros risque. Et moi, en tant qu'entraîneur, je préfère toujours avoir le coureur à 1 voire 2 kilos de plus plutôt qu'à 1 ou 2 kilos de moins que son poids de forme. Ça pour moi, c'est très important. Je sais pas ce que tu en Hmm. penses, Mathieu. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est clair, je suis 100% d'accord. Après, encore une fois, ça dépend aussi de la personne. S'il y a beaucoup de poids à perdre, s'il y a beaucoup de marge, voilà, 5 kilos, ça sera toujours bénéfique sur la performance. C'est quand, voilà, quand on est vraiment peut-être à la limite déjà, bon, on va essayer de reperdre encore du poids, le possible gain par rapport au risque potentiel. Et finalement, bah, il y a trop de risques potentiellement pour très peu de gains. Donc, euh, donc ouais, là-dessus, je réfléchirais. Après, voilà, forcément, si on peut maintenir la même puissance, 5 kilos de moins, ça sera toujours bénéf, hein. Donc voilà, c'est là-dessus que un capteur de puissance, ça aidera aussi pour avoir un petit retour objectif et voir un peu comment ça se passe, comment on répond à la perte de poids. Si on voit tout de suite qu'on n'arrive plus à maintenir la même puissance, moi, j'arrêterai tout de suite. J'arrêterai tout de suite, quoi. On a eu une question aussi de Romain dans le chat. Comment savoir quel doit être le dernier bloc à placer avant une cyclo estivale, donc 150 km avec 3000 mètres de dénivelé. Donc, exemple avec mon cas personnel, préparation classique avec PPG aérobie, force max, j'imagine, puis force sous max, puis sweet spot, puis PMA, puis VO2. Je me demande comment savoir si je dois ensuite un cycle de Jimenez pour finir avec un bloc SST. Alors, c'est une question très précise, donc avec du 8 fois 120% FTP, 2 minutes sweet spot ou faire l'inverse. Alors, en lisant la question, moi, j'ai pas réussi à comprendre et lire en même temps à voix haute. Je sais pas si tu as pu suivre, Rémi. Bah, j'ai pu suivre un peu, oui. En tout cas, ce que j'ai l'impression que Romain veut savoir, donc dans quelle ordre travailler ses qualités et surtout, si j'ai bien compris, à la fin enfin à l'approche de l'objectif. Alors, les recherches que j'ai pu faire m'amènent à penser que finalement l'ordre des qualités développées n'est pas si important que ça. Ça l'est, à mon sens, surtout quand on est proche de l'objectif, donc un peu dans ton cas peut-être. Mais en tout cas, proche de l'objectif, il y a une première chose à faire, c'est l'affûtage, hein, première chose à placer. Donc ça, c'est entre 1 et 3 semaines, on va dire, selon le niveau de fatigue aussi. Donc première chose, l'affûtage. Et avant l'affûtage, à mon sens, et ça rejoint ce qu'on a dit un peu sur le triathlon, c'est important de travailler les efforts spécifiques que tu vas rencontrer en cours. Donc, si c'est une cyclosportive montagneuse, moi, je t'invite à aller faire des efforts au seuil ou en sweet spot, voilà, à des allures que tu vas rencontrer durant la course et d'incorporer peut-être en parallèle aussi quelques efforts plus courts, peut-être lactiques euh, pour te donner un dernier coup de boost, on va dire, avant l'objectif. Et avant ça, par contre, euh, peut-être aller sur des intensités enfin, moindres. Après, c'est un peu plus compliqué et puis je pense que ça a un peu moins d'importance en tout cas. Mm, ouais, ouais, non, je suis assez d'accord. Euh, pour répondre plus précisément, si voilà, tu nous demandes si tu dois faire plutôt un cycle de Jimenez ou un cycle de SST
pour voilà, en dernière préparation, moi je ferais plutôt le bloc de SST. Ça sera sûrement le plus proche de la compétition. Et c'est une allure assez spécifique. Enfin, quand on sait qu'on l'a travaillé à l'entraînement, et ça c'est marrant parce que bah, justement avec une personne avec qui que j'entraîne, on en a discuté hier. Voilà, il avait fait justement, il préparait une cyclo sportive. Il avait fait pas mal de travail de sweet spot cet hiver et il savait, c'était pas une cyclo sportive objective, hein, donc il n'avait pas fait du sweet spot juste avant. Voilà, il en avait fait cet hiver et il savait qu'il avait fait des grosses séances cet hiver. Que voilà, il sait qu'il peut tenir en total 1h10, 1 heure, voire plus au sweet spot. Bah, voilà, quand il est arrivé dans sa cyclo, il était confiant à cette allure-là et voilà, il avait presque tous les cols ils sont passés à cette allure-là parce que bah, dans la tête, il savait aussi qu'il avait déjà fait l'entraînement et que bah, il allait pouvoir reproduire cette performance sans problème. Donc ça l'a vraiment aussi aidé psychologiquement. Et voilà, il m'a dit que ça avait fait la différence. Donc clairement, je partirai là-dessus comme, comme dernière préparation avec le cycle de Jiménez avant. Je pense que je pense que ça devrait être pas mal. Et pourquoi pas, en complément, incorporer, en parallèle du sweet spot, un travail justement, peut-être un peu plus lactique, alors soit dans la même séance, soit à côté. Mais je pense qu'effectivement, comme le dit Mathieu, le plus important, c'est d'aller vers des allures, qu'on va rencontrer en compétition pour vraiment s'habituer et puis être fort sur ces efforts-là. Donc je pense que ça peut être ta base, mais à côté de ça, peut-être que tu peux rajouter, tu peux faire une grosse séance, donc de tempo, on va dire, et peut-être en parallèle aussi une séance, peut-être un peu plus lactique, ou alors même coupler dans la même séance des efforts tempo et puis terminer par exemple, je sais pas, deux, trois sprints lactiques sur la fin de séance. C'est une option, évidemment. On peut faire Non. beaucoup de choses à l'entraînement, mais voilà, j'ai pensé à ça. Ouais, c'est ça, j'aime bien faire ça aussi un petit peu, moi, dès que je me rapproche la compétition, peut-être essayer d'avoir une séance un peu fourre-tout, des fois un petit peu, voilà, où il y a un petit peu plusieurs qualités qui se mélangent. Donc le but, c'est plus forcément de développer les qualités, parce qu'on l'a déjà fait dans le cycle avant, normalement. Donc le but, normalement, il n'y a plus grand-chose à faire progresser. Mais voilà, un petit peu de naviguer sur toutes les intensités et de se rapprocher de quelque chose qu'on va vivre en course, tester sa nutrition, voilà, faire une séance, voilà, ton épreuve 150 km, 1000 mètres de dénivelé, je pense que ça va représenter quand même quelques heures de vélo, donc ça serait bien voilà, sur une séance qui se rapproche, d'avoir essayé toute ta nutrition, d'être sûr que ça passe, voilà, peut-être faire plusieurs tests en essayant d'augmenter progressivement la quantité de glucides. Clairement, ça fera la différence sur une épreuve aussi longue, donc voilà, tout ça, c'est pas négligé, donc bah voilà, clairement, si tu dois retenir quelque chose, je pense que c'est d'être spécifique avant ta compétition. Et pour répondre à ton autre question, on peut rouler ensemble sur le Pornhub si tu veux, il n'y a pas de souci. Tu pourras m'envoyer un message sur mes réseaux sociaux. On trouvera le temps de faire une sortie. Ouais. Et Mathieu, je voulais juste rebondir sur ce sujet-là, mais quand je parlais des intensités courtes, je pensais notamment à, à développer des qualités rapidement et à induire des adaptations vraiment rapides, notamment au niveau périphérique. Moi, il me semble et il m'a semblé que ça se faisait beaucoup avec et davantage avec des intensités courtes, peut-être d'ailleurs davantage lactiques, et je voulais avoir ton avis là-dessus. Et moi, c'est notamment pour ça que je préconisais des efforts courts aussi assez proches de l'objectif. Hmm. Mais je voulais avoir ton avis tout Ouais. simplement. Ouais, non, c'est vrai que bah, ça va s'adapter beaucoup plus vite. Je pense au niveau des enzymes, ce genre de choses, où il va y avoir des adaptations beaucoup plus rapides que les autres qualités qui vont demander beaucoup plus de temps. Donc ouais, clairement, ouais, dans ce sens-là, ça peut être aussi important d'avoir ça en fin de prépa. Après, ça sera, je pense, pas non plus ultra déterminant sur une épreuve aussi longue comme ça. Par exemple, si on certaines enzymes de la filière glycolytique, si voilà, on améliore cette filière-là avant cette épreuve, je suis pas sûr que ça fasse la grosse différence sur 150 km avec 3000 mètres de dénivelé. Donc, à voir après s'il y a des adaptations plus au niveau mitochondrial, où là, clairement, ça se transférera aussi sur des épreuves d'endurance. Donc, moi, je sais que j'aime bien faire des exotypes répétitions de sprint, qu'on montrait que bah, justement, en fait, on va utiliser énormément d'oxygène au niveau local. On va arriver à une saturation extrêmement faible de l'oxygène au niveau local. Les muscles, ils auront déjà utilisé beaucoup d'oxygène. Ça va mettre un gros stress au niveau des mitochondries qui vont devoir apprendre à travailler en fait un petit peu sans oxygène, entre guillemets, même si ça n'en est pas encore à ce stade. Mais en tout cas, ça va faire un gros stress au niveau des mitochondries. Et clairement, ça se transférera sur de l'endurance. Donc c'est ouais, je pense à intégrer en fin de prépa, ça peut être un petit boost supplémentaire. On passe à la suite. Ça roule.
On avait plusieurs questions sur DFA Alpha 1. Alors je vais un petit peu pouvoir donner mon avis. Je n'ai pas reparlé depuis pas mal de temps, donc voilà, il y avait une question notamment qui nous demandait bah voilà, quel protocole faire, qu'est-ce qu'on pense de ce type de test, est-ce qu'on a pu expérimenter. Donc déjà, je vais essayer de définir un petit peu qu'est-ce que c'est. Voilà, DFA Alpha 1, ça veut dire donc Distributed Fluctuate Analysis de Alpha 1, donc qui est un indice en fait qui analyse donc les corrélations entre les fluctuations de temps entre chaque battement cardiaque. Donc c'est un indicateur qui va analyser la variabilité de la fréquence cardiaque en réalité pendant l'effort. Et donc le but, ça va être d'avoir un indice qui pourrait nous déterminer une intensité de l'exercice, notamment des seuils. Voilà, on parle d'un indice à 0,75 qui déterminerait le premier seuil et 0,5 le deuxième seuil. Tu as une question, Rémi ou... Non, 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 pas du tout. Tu entends un- Là-dessus, sur ce sujet, je t'écoute religieusement. Bah, du coup, tu me diras si tu as une question aussi, parce que bah, peut-être ça peut t'intéresser. Mais bon, donc voilà, et peut-être pour mieux comprendre, moi j'aime bien utiliser l'analogie d'un marcheur. Dans l'idée, des fluctuations, bah, ça peut être voilà, à chaque nouveau pas, un marcheur, il peut choisir d'aller soit à gauche, soit à droite. Et donc, bah, si le choix il n'est pas aléatoire, mais que son choix au marcheur c'est basé sur un schéma qui se répète, donc il va toujours de droite, gauche, on va dire que du coup c'est corrélé et que le schéma, donc les données sont corrélées. Donc pour DFA alpha 1, ça sera un indicateur qui sera environ à 1. Et donc que les données futures, ils se répètent toujours en fonction des données passées. Et si on a un indicateur qui est plus proche de 0,5, donc du coup les données elles sont pas corrélées, ça veut dire que bah, les données passées n'indiquent rien sur les données futures. Il n'y a aucun schéma qui se répète et tout va un petit peu dans tous les sens. Donc c'est-à-dire que la fluctuation de temps entre chaque intervalle, elle varie sans cesse, sans schéma qui se répète. Et donc du coup, bah, le problème, c'est que ces données-là, de la variabilité de la fréquence cardiaque, elles peuvent être influencées par tout un tas de choses, notamment enfin, au niveau du système nerveux. Ça va être influencé notamment par la respiration, par exemple. Et donc, en fait, l'analyse, pour moi, à l'effort de cet indice, elle est vraiment. Il y a beaucoup de risques qu'elle soit biaisée par tout un tas d'autres facteurs et au final pas forcément exploitable en pratique parce que bah, voilà, soit on a une modification de la respiration, soit on a d'autres facteurs au niveau de l'intensité qui peuvent aussi influencer ça, soit aussi on n'est pas forcément euh, voilà, nos données elles sont pas forcément analysables comme ça. Enfin moi c'est ce que j'ai remarqué en tout cas sur les personnes que j'ai essayé, chez qui le tracé soit il reste toujours plat, donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucune variation et donc eux ils vont avoir toujours un pattern qui se répète au niveau de la variabilité de la fréquence cardiaque pendant l'effort. Dans ce cas-là, il n'y a aucun changement, aucune variation. D'autres à l'inverse où bah, ça va chuter très très vite. Il n'y a voilà, aucune corrélation avec l'intensité de l'exercice. Ils vont commencer à marcher, ça va tout de suite changer. Donc voilà, on ne peut pas faire d'analyse dessus. Donc voilà, en réalité, c'est assez compliqué pour moi de l'utiliser parce que bah, il y a trop de facteurs qui peuvent influencer. Et pour les études qui ont montré que c'était pertinent, bah, c'est basé sur une moyenne de la population. Donc pareil, on prend la moyenne de l'étude. Sur 10 personnes, ça va tomber juste par rapport au seuil physiologique. Sauf que si on regarde en détail les résultats, il n'y a personne pour qui ça tombe exactement. À chaque fois, ça va être plus 10 watts ou plus 10 battements cardiaques, ou moins 10 battements cardiaques, ou moins 10 watts, quoi. Donc le problème, c'est que bah, pour l'utilisation à l'échelle individuelle, c'est clairement pas possible. Voilà, encore là, je parle de 10 watts, mais il me semble avoir vu dans une étude que la limit of agreement, je sais pas comment on dit en français, la limite d'agrément, peut-être, si ça se dit comme ça. Mais là, en gros, la variation qu'on peut retrouver au niveau individuel, elle allait jusqu'à plus de 25 watts. Donc, ça commence à faire beaucoup. Deuxième seuil au niveau individuel. Donc, voilà, clairement, moi, je l'ai essayé. Et voilà, je l'ai abandonné, malheureusement. C'était quand même plutôt, ça paraissait être un indicateur assez intéressant parce que là, dans l'idée, on pourrait l'utiliser bah, pendant l'effort, on pourrait l'utiliser. On avait une autre question là-dessus, comment l'utiliser sur le Garmin. Euh, Bah voilà, ça aurait pu être cool d'avoir un indicateur en direct qui nous dirait où est-ce qu'on se situe par rapport à nos seuils. Sauf qu'en réalité, c'est plus complexe que ça. Donc, il y a encore du travail là-dessus. Peut-être que dans le futur, ça va, parce qu'en fait, c'est basé vraiment sur une analyse mathématique hein, qui détermine ces corrélations. Est-ce que, en affinant le calcul, ça va s'améliorer? C'est possible.
ou pas. Voilà, on peut pas savoir vraiment concrètement qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Peut-être que ça va être abandonné, c'est probable. Peut-être qu'il y aura une utilité différente pour déterminer les états de fatigue, un petit peu comme on utilise déjà la variabilité et la fréquence cardiaque au repos. Voilà, peut-être qu'il faudra trouver aussi des seuils différents. Là, on donnait un seuil, voilà, tout le monde était à 0,75 au premier seuil, tout le monde était à 0,5 au deuxième seuil. Peut-être qu'en réalité, c'est plus complexe que ça. Il faut chercher, ça se trouve dans le détail. On arrivera à trouver un point de rupture ou quelque chose qui indiquerait un seuil au niveau individuel. Et dans ce cas-là, on pourrait individualiser la pratique avec le DF-alpha 1. Voilà. Voilà, faudra continuer à surveiller, je pense. Enfin, moi, je vais continuer à surveiller, en tout cas dans la littérature, s'il y a des nouvelles choses qui sortent dessus. Mais pour l'instant, moi, je l'ai abandonné, malheureusement. Et c'est ce que, voilà, j'ai envoyé un message à Maxime avant ce webinaire pour avoir son avis, parce que je sais qu'il l'a utilisé un petit peu aussi. Et c'est ce qu'il m'a dit aussi, voilà, qu'il l'avait abandonné. Donc voilà, malheureusement, c'est dommage, mais c'est pas la première fois qu'il y a des choses comme ça qui arrivent. Et je pense qu'il faut toujours rester un peu prudent, en tout cas dès qu'on a une nouveauté qui arrive, d'attendre un petit peu, prendre son temps, de voir un peu ce qui se passe, et puis voilà, d'essayer par soi-même et se rendre compte que ça marche pas. Donc, dommage. Je sais pas, Rémi, si tu veux ajouter quelque chose, qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, 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 j'ai rien à ajouter parce que je l'utilise pas, je suis pas spécialiste, donc voilà, je t'ai écouté et je trouve que c'est voilà, c'est intéressant. J'avais lu aussi des choses, enfin rapidement des choses qui disaient que ça fonctionnait pas forcément très bien. Donc voilà, moi j'en suis resté là, mais en tout cas Mm. Ouais. tu Bon, m'as t'as rien bien loupé, du éclairé coup, au final. sur ces points. T'as rien Pardon? loupé. Je dis, au final, t'as rien loupé, parce que, voilà, Ouais, ça a après pas apporté grand-chose. je suis un peu conservateur parfois, donc je peux mettre du temps à aller Ouais, vers les ouais, nouveautés, mais dans ce cas-là, tant mieux, on va dire. ouais. Donc, voilà, on avait une autre question aussi qui nous parlait de la musculation. Ça, on en parlera dans le prochain podcast. Donc, euh, donc voilà, on va pas forcément en parler maintenant parce que ça sera le sujet du prochain podcast. Euh, une autre question de Paul. Quels exos pour développer les capacités au seuil SV1 et SV2? Rémi, est-ce que tu as une réponse? Alors là-dessus, moi je dirais que pour SV1, il y a deux choses à faire. C'est le volume d'entraînement, donc le volume en endurance. En augmentant intelligemment, on va dire, le volume en endurance, il y a de fortes chances qu'on aille pousser SV1 vers le haut. Et l'autre chose, c'est de travailler donc autour de SV1, comme on peut le préconiser pour n'importe quel type d'entraînement. Donc, par exemple, ça peut être dans des séances d'endurance, avoir des séries de 10-15 minutes proche du SV1 ou à SV1, voire même peut-être un petit peu au-delà d'SV1. Et voilà, donc pour SV1, c'est ces deux types de choses que je retiens, le volume et un travail spécifique. Et après, concernant SV2, euh, de la même manière, ça va être aussi un travail spécifique, soit entre les seuils, donc en dessous de SV2. Donc on parlerait plutôt de sweet spot par exemple, ou un travail ASV2 ou un peu au-dessus, même un travail de PMA peut avoir des répercussions positives sur SV2. Et après, on peut enfin citer, je pense, le over-under où on va travailler un petit peu au-dessus, enfin dans une même série, on va aller par exemple une minute au-dessus de SV2, où on va accumuler un peu plus de lactate et après on va aller faire une minute de récupération par exemple, mais légèrement en dessous de SV2 et on va pouvoir faire la série comme ça par exemple. En tout cas, c'est mon point de vue. Ouais, ouais, bah clairement, moi aussi, je te rejoins là-dessus. Déjà, ce que je pourrais ajouter, c'est que si on veut vraiment développer ces deux seuils, ce qui sera important, c'est de les mesurer. Parce qu'on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. Donc, si on n'a pas d'indicateur objectif, on va pas pouvoir savoir concrètement qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, là-dessus, moi, j'aime bien utiliser le lactate. Euh, voilà, je suis en train, dans quelques jours, il va y avoir je vais sortir une formation pour vous apprendre à, voilà, comment utiliser le lactate, comment pouvoir faire ses propres tests et justement déterminer ces seuils-là. Et je pense notamment au premier seuil, ça va quand même être compliqué de l'évaluer sans test physio. Enfin, je sais pas toi, Rémi, si tu as une façon de faire, mais clairement, moi, ouais, je sais pas forcément comment faire sans test physio. Donc là, avoir le lactate, ça va vraiment aider pour avoir une vraie intensité qu'on sait qu'on va pouvoir travailler autour. Et dans ce cas-là, ça se fait assez bien de travailler la capacité
à ce seuil-là, voilà, en faisant des intervalles à ce seuil-là. Moi, c'est ce que je fais. Ça dépend du niveau de l'athlète. Généralement, les athlètes très entraînés, ils ont quand même un SV1 qui va être assez haut. Donc, dans ce cas-là, ils ne vont pas forcément faire toute une séance d'endurance à ce seuil-là, mais ça va être des petits blocs pendant la séance. Après, à un niveau inférieur, on peut tout à fait faire une séance d'endurance de 2 heures à ce seuil-là sans problème. Donc voilà, je dirais l'important, ça va être de l'avoir mesuré. Et pour le deuxième seuil, là, on peut avoir plus d'indicateurs non physio, voilà, avec la puissance critique, par exemple. On peut avoir quelque chose d'intéressant déjà. Donc, on va pouvoir le mesurer et savoir un petit peu à quelle intensité s'entraîner. Et là, ouais, moi, pour la capacité, clairement, ce que j'aime bien, c'est over-under. Ouais. Là, on peut accumuler quand même beaucoup de temps, peut-être plus de temps que juste des répétitions à une intensité continue. Moi, je peux faire des blocs à 20-30 minutes d'over-under. Je ferai pas 20-30 minutes continues au seuil 2, donc enfin, je peux le faire, mais à l'entraînement, c'est quand même assez exigeant. Over-under, c'est exigeant aussi, hein, mais psychologiquement, ça passe quand même mieux et ça permet de bien travailler, je trouve. Donc, moi, c'est l'exo que je privilégie. Ouais. Et après, je rajouterais juste un truc sur le SV1. J'ai lu un article récemment qui suggérait justement de faire plutôt des séries de 10-15 minutes parce que au-delà de 15 minutes, on pouvait avoir un effet de la dérive cardiaque qui était trop important et donc une baisse en parallèle du volume d'éjection systolique. Le volume d'éjection systolique serait un paramètre assez intéressant à stimuler à l'entraînement. Et donc, d'après ce papier, bon, je ne serais pas capable d'aller dans les détails, mais d'après ce papier, en tout cas, on pouvait penser que réaliser des séries pour le coup, c'était des séries à 60% de la VO2 max, il me semble. Donc, certainement autour de SV1, et c'était des séries donc de 10-15 minutes et que c'était plus efficace finalement que des séries plus longues. Donc voilà, Mm. c'est une petite aparté comme ça pour. Ouais, non, mais c'est intéressant. Je pense pour des personnes moins entraînées, ça s'applique vachement bien parce que clairement, la dérive cardiaque, on va l'observer. Après, dès qu'on a quelqu'un bien entraîné, généralement, il n'y a pas trop de dérive cardiaque, bien que ça dépend. Il y en a qui auront du mal à avoir une fréquence cardiaque assez stable, même s'ils ont un très bon niveau. Enfin, j'ai pu l'observer récemment. Donc voilà, voilà, il y en a chez qui ça va être comme ça. Donc dans ce cas-là, peut-être, ouais, si on veut pas avoir de baisse du volume d'éjection systolique, et ça peut être intéressant de découper en blocs et avoir des petites pauses pour que la fréquence cardiaque elle monte pas trop, parce que sinon ça influencera le volume d'éjection systolique, vu que le débit cardiaque, c'est le volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. Donc si la fréquence cardiaque augmente pour un même débit cardiaque, bah, le volume d'éjection systolique va diminuer. Donc ouais, ça se tient. Et je pense qu'il faudrait y faire attention. Ouais. On finit peut-être. C'est une des dernières questions la dernière question qu'on avait notée, qu'on nous avait envoyée, celle de Maxime sur la mesure de la charge d'entraînement. Donc que ce soit avec un score RPE basé sur l'activité. Et voilà, il se demande si ça serait pas un bon moyen pour détecter le surentraînement ou la charge demandée à l'athlète. Qu'est-ce que tu en penses, Rémi? Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises, toi, le RPE et la charge dérivée avec le RPE? Oui, alors pas forcément directement relié à la charge, mais il est clair que le RPE, c'est un bon moyen de détecter le surentraînement. Par exemple, vous avez deux séances similaires, donc là, une charge d'entraînement similaire pour ces deux séances. Et si sur une séance, vous avez un RPE à 3 et que 2 semaines plus tard, vous avez un RPE à 5, c'est que généralement, il y a un problème. Donc, le RPE peut être une très bonne manière de détecter le surentraînement. Si à un moment donné, on ne tient plus la charge, que pour la même charge d'entraînement, l'effort est beaucoup plus difficile, c'est soit qu'on est sous-entraîné, mais ça c'est rarement le cas, ou alors on le sait très bien parce qu'on ne s'est pas entraîné, ou alors généralement c'est qu'on flirte avec aussi peut-être le surmenage. Donc je sais pas toi si concrètement tu l'utilises aussi dans Ouais, tes j'utilise analyses. comme ça aussi. J'utilise comme ça aussi et j'utilise pas. Je pense que Maxime nous parlait de quelque chose comme Foster, il me semble que c'est ça, où on fait le RPE fois le temps de la Ouais, séance pour avoir la charge. Et moi, ça, je l'utilise pas. J'utilise le RPE, j'aime bien voir le retour de l'athlète là-dessus et ça marche assez bien. Voilà, après, je l'impose pas non plus. Je sais qu'il y a des entraîneurs qui l'imposent. Moi, je l'impose pas non plus. Voilà, il y a des athlètes qui le font, d'autres qui le font pas. Ceux qui le font, voilà, je trouve que ça apporte un petit plus, c'est intéressant. Mais je l'utilise pas pour mesurer la charge.
Pour moi, ça m'apporte pas grand-chose dans mon analyse parce que ça va être vachement quand même influencé par le temps de l'entraînement. Donc au final, je retrouve la même chose, que ça soit la charge avec la puissance ou la charge avec le RPE. Généralement, quand même, c'est assez proche. Donc ça me donne pas d'analyse vraiment en plus, quoi. Ouais, finalement, moi, sur l'analyse de la charge, je pourrais l'utiliser. Je trouve que c'est intéressant parce que ça prend en compte, pour le coup, le vécu de l'athlète, comment il vit la séance au-delà de la charge objective. Donc ça peut être intéressant, avec certaines limites bien sûr aussi, mais voilà, personnellement, moi, je n'utilise pas non plus dans ce sens-là. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne chose, mais simplement un choix. Mm. Ouais, je sais pas si vous avez encore des questions. C'est le moment, parce que sinon on va vous quitter. On a répondu à toutes les questions qu'on avait reçues. On vous remercie d'avoir été présent et puis bah, voilà, on se retrouve dans nos prochains contenus. Voilà, la semaine prochaine, ça va être la sortie de la formation, donc lactate testing pour mettre en place du testing lactate. Et puis voilà, clairement à court terme, ça va être ça. Cette semaine, enfin, c'est la semaine dernière, on a sorti un podcast sur euh, la gestion de la période compétitive. Donc, euh, donc voilà, bah, merci à vous. Et puis Merci à à vous. bientôt.